Alors nous reprenons l'histoire avec en particulier le dernier thème de notre première partie qui traite de la Seconde Guerre mondiale. Nous allons pouvoir faire le parallèle avec la première. Et la première des choses que l'on peut dire, c'est que beaucoup plus que la Première Guerre mondiale, celle-ci est véritablement mondiale. Ce sera la première partie de notre chapitre. Nous verrons en quoi cette Seconde Guerre est réellement un affrontement planétaire. Alors tout commence en Europe avec les victoires de l'Allemagne nazie, ce qui correspond à une première période de la guerre qui est celle des victoires de l'Axe. Partout dans le monde, ici on voit que l'Allemagne nazie domine une grande partie de l'Europe. À partir du moment où le Japon s'en prend aux États-Unis, la guerre va s'étendre au Pacifique. Les États-Unis vont également rentrer en guerre contre l'Allemagne, et pas seulement contre le Japon. La guerre prend donc une dimension réellement mondiale. Et on le voit avec les principaux théâtres d'opération. D'une part l'Europe, bien évidemment, mais également l'Afrique du Nord, et le Pacifique. C'est d'ailleurs dans le Pacifique que les forces de l'Axe seront pour la première fois arrêtées dans leur expansion grâce à la bataille de Midway remportée par les Américains sur les Japonais. Les porte-avions japonais sont stoppés dans leur avancée grâce notamment aux porte-avions américains, donc c'est une guerre à la fois une bataille navale et aérienne. La bataille d'El Alamein en Afrique du Nord marque un coup d'arrêt à l'expansion des forces de l'Axe en Égypte, en Tunisie et donc en Afrique du Nord. Et puis, en Europe, progressivement, l'Europe va être libérée à l'ouest par les forces alliées américaines et britanniques, à l'est par les soviétiques, par le rouleau compresseur soviétique. L'Allemagne nazie est donc peu à peu battue. Un des événements marquants, majeurs de cette période de libération, eh bien, c'est le débarquement de juin 1944 en Normandie. Alors, deuxième partie, nous allons voir en fait que cette guerre, la Seconde Guerre mondiale, est une guerre d'anéantissement, c'est-à-dire que son but est de détruire l'adversaire. Et la bataille de Stalingrad en est un bon exemple. Alors, pour mémoire, les forces allemandes prennent Stalingrad en septembre-octobre 1942, mais en fait se retrouvent encerclées après la contre-offensive soviétique à partir de novembre 1942, et là commence réellement une bataille extrêmement difficile. Une bataille, c'est en cela que l'on peut parler de guerre d'anéantissement, marquée par d'importants bombardements, la ville est entièrement détruite, du moins en très large partie. Les combats sont acharnés, les combats sont des combats de rue, des combats pour des immeubles, pour des usines désaffectées, et cette bataille se termine par la défaite des Allemands. Première grande défaite de l'armée allemande. C'est une bataille qui est également intéressante dans la mesure où elle illustre la notion de guerre totale que nous avions vue pour la Première Guerre mondiale, le potentiel industriel de tous les pays, et ici on le voit avec celui de la Russie, est mobilisé en vue de l'effort de guerre, en vue de la victoire finale. Ces bombardements que l'on a vus pour Stalingrad sont propres en fait à toutes les étapes de la guerre. En fait, tous les pays vont subir les bombardements. Ici, c'est Londres, on voit Churchill au premier plan. Londres au cours du Blitz, 60 000 victimes. Dresde en Allemagne, ce sont des exemples, on pourrait en prendre d'autres, mais Dresde en Allemagne, qui a été entièrement détruite par les Alliés, en une seule nuit, on compte 25 000 victimes. Et puis cette guerre d'anéantissement, cette guerre de destruction totale, s'illustre parfaitement avec l'emploi de l'arme atomique sur Hiroshima le 6 août 1945, puis Nagasaki. On voit ici les effets extrêmement destructeurs de l'arme atomique. Enfin, c'est une guerre idéologique, et ça, la bataille de Stalingrad l'illustre également. Ici, on voit une affiche des SS qui terrasse le dragon du communisme. Et puis, de l'autre côté, du côté soviétique, eh bien, c'est la marche en avant irrésistible, à la fois des travailleurs, illustrés par l'agriculteur sur son tracteur, et des militaires, des soldats avec le char. Enfin, dernier aspect, dernière partie, et sans doute un des aspects les plus sombres de notre programme d'histoire, c'est l'extermination des Juifs et des Tziganes, ce qu'on a appelé, ce qu'on appelle toujours, la Shoah. Alors, les Juifs, partout en Europe, sont regroupés, souvent en tout cas en Europe centrale, dans des ghettos, dans des quartiers qui leur sont réservés, dans lesquels les conditions de vie sont extrêmement difficiles, et de toute façon, une fois que la guerre avançant, ces ghettos sont liquidés. Ici, on voit une rafle dans le ghetto de Varsovie, donc c'est une mort lente, mais une mort certaine. Au fur et à mesure que l'armée allemande progresse sur le territoire soviétique,
elle est accompagnée par des unités mobiles de tuerie qu'on appelle les Einsatzgruppen, qui s'en prennent aux Juifs et qui les assassinent par milliers, voire dizaines de milliers. Ici, on voit un exemple d'exécution massive. Mais cela ne va pas assez vite aux yeux d'Himmler, qu'on voit au premier plan, et d'Heydrich au second. Himmler est le chef des SS, Heydrich le chef de la police du Reich. Ce sont les plus fanatiques des nazis. Et sous les ordres d'Hitler, ils mettent en œuvre ce qu'on appelle la solution finale lors de la conférence de Wannsee. La solution finale consiste à créer des camps d'extermination, donc on va distinguer par conséquent des camps de concentration. Les camps de concentration sont des camps dans lesquels on retrouve les prisonniers politiques, les opposants, les résistants, les prisonniers de guerre également soviétiques, qui sont voués à une mort certaine, mais lente et par le travail. Les camps d'extermination, c'est une mort immédiate par des procédés d'extermination. Et à Auschwitz, on va voir qu'en fait, Auschwitz, c'est l'exemple le plus célèbre, on va voir comment cela s'organise. On peut voir ici sur cette photographie aérienne que c'est un véritable complexe. On parle d'ailleurs de système concentrationnel. Au moment où les Juifs arrivent à Auschwitz, après avoir été raflés dans les villes d'Europe, ils sont séparés en deux colonnes, une colonne d'hommes valides qui vont travailler jusqu'à l'épuisement, jusqu'à la mort, et puis une colonne de femmes, d'enfants, de vieillards, qui vont être emmenés tout de suite dans des chambres à gaz. Évidemment, ça ne leur est pas présenté ainsi, et on leur fait croire qu'ils vont simplement prendre une douche, mais en fait c'est une mort par asphyxie avec l'usage du Zyklon B, un gaz donc, qui est utilisé pour les tuer. Une fois tués, leurs cadavres sont brûlés dans des fours crématoires pour ne pas avoir à les enterrer. Le nombre de victimes est trop élevé pour cela. Donc des fours crématoires qui rajoutent à l'horreur des camps. Cette horreur, eh bien, elle est découverte avec stupéfaction par les soldats américains à l'ouest et surtout soviétiques à l'est, puisque les camps d'extermination étaient à l'est. Et c'est un choc à ce moment-là, encore aujourd'hui, à tel point d'ailleurs que certains courants d'idées qu'il faut combattre parce qu'ils sont dangereux, nient l'existence des chambres à gaz, parlent d'un complot, d'une mystification. C'est grave parce que c'est un assassinat de la mémoire, comme le dit Pierre Vidal-Naquet. Et c'est une façon, au fond, de faire ressurgir l'antisémitisme, la haine de l'autre, d'une manière un peu plus moderne, mais beaucoup plus dangereuse.